Waouh, est-ce que je suis l'un des seuls à avoir aimé ce film? À avoir kiffé ce film? Le film se fait descendre de partout. Je comprends pas ce qui se passe, ça pop par-ci par-là, la honte, machin. Oh, je crois qu'on n'a pas vu le même truc, c'est pas possible. Moi j'ai kiffé un truc de dingue. Et bonjour à tous les amis. On va parler aujourd'hui de Tron 3, Tron Ares. Alors on va revenir brièvement sur Tron 1982 et Tron l'héritage. Alors Tron 1 c'est un film qui a eu un petit succès quand même à l'époque. Bon moi j'étais pas né hein, en 1982 mais c'est un film que j'ai connu dans les années 90. Qui a eu un petit succès, hein. Il me semble qu'il a quand même, il a quand même fait x2 en termes de recettes. Et il a eu aussi une vie après en VHS. Donc c'est un film qui a relativement bien marché, malgré le sujet qui est quand même assez, enfin pour l'époque, qui était complexe, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1982, enfin en tout cas dans les années 80, il y avait très peu d'ordinateurs dans les foyers, hein. C'était vraiment réservé à une niche. Donc fallait quand même comprendre le concept de programme à l'époque, c'était pas à la portée de tout le monde. Donc c'était un sujet, maintenant ça nous paraît dérisoire, mais à l'époque assez complexe, réservé à une niche de geeks de l'époque. Voilà. Parce qu'il y avait, voilà, l'informatique n'était pas encore aussi développée que maintenant. Alors on va suivre les péripéties en fait d'un programmeur de jeux vidéo qui travaille pour la société Encom, euh, qui va se retrouver propulsé dans son propre jeu à la suite du fait qu'il s'est fait voler un petit peu et un petit peu expulsé de son propre projet. Donc il va lui arriver toutes sortes de péripéties jusqu'à à essayer de s'extirper justement de son propre programme et ensuite bah, récupérer entre guillemets ce qui lui est dû. Alors c'est un film moi que j'aime bien même si c'est vrai que quand on le revoit maintenant et pour la nouvelle génération ça peut paraître cheap et on va dire ça a pris un sacré coup de vieux, on va pas se mentir. Mais il y a quand même un certain charme de l'époque, la musique qui est déjà préfigurait ce qui allait continuer dans les autres. Une musique semi-électro, très typique des années 80, et qui, on va dire, font partie aussi de cet univers Tron. Alors comme je disais, maintenant ça paraît dépassé, c'est sûr que les effets spéciaux ont sacrément vieilli, mais à l'époque, technologiquement, c'était la première fois qu'on voyait, il me semble, un personnage modélisé en image de synthèse entièrement. Il y avait déjà eu des effets spéciaux numériques sur des films dans les années 70, mais de manière ponctuelle. Là, on passe un cap. Donc technologiquement, à l'époque, c'était aussi un film qui a attiré les spectateurs malgré son sujet, parce que c'était une prouesse technologique. C'est pas un game changer, mais il a fait parler de lui. Il a marqué un petit peu son époque par rapport à justement cette prouesse technologique. Et là, en 2010, sort Tron l'héritage, film de Joseph Kosinski. D'ailleurs, c'est le premier long métrage de Joseph Kosinski qui montre déjà qu'en termes de réalisation, euh, il peut faire le taf. Alors, on reste totalement dans l'univers de Tron. Moi, j'aime beaucoup ce film, même s'il a des défauts, je vais y revenir. On reste dans l'esprit, et c'est ça qui est intéressant avec les films Tron, c'est que chaque film Tron, en fait, appartient à son époque, avec l'évolution technologique qu'il y a eu à chaque fois. Et c'est super, parce que dans le premier film, on est vraiment dans les années 80, avec une musique électro des années 80. Là, en 2010, on a évolué effectivement en termes d'effets spéciaux, c'est beaucoup plus beau. On est déjà en 2010, on a énormément progressé technologiquement. Et avec la musique de cette époque-là, la musique que tout le monde écoutait à cette époque-là, les Daft Punk, qui correspond parfaitement à l'univers. Et alors le film a des défauts, comme je disais, voilà, euh, il y a, il y a un développement de personnage qui est pas très très poussé, il y a des trucs un petit peu what the fuck, euh, voilà, des fois c'est un peu ta gueule, c'est magique. Et on a aussi ce côté un petit peu qui pousse un petit peu à la spiritualité, un petit peu particulier, mais le film est quand même magnifiquement bien réalisé. Je l'ai revu avant la veille de ma séance au cinéma pour Tronares. Et honnêtement, je l'ai maté en 4K, j'ai pris une petite claque, quoi. Bon, ça n'a pas vieilli, à part effectivement le rajeunissement numérique de Jeff Bridges
dans le rôle de Clou. Mais sinon, franchement, visuellement, c'est très très beau, c'est toujours très très bien. Alors, le film n'est pas parfait, mais ça reste un très bon film à mater de SF, qui reste vraiment dans le bon délire Tron, euh, que moi, je revois avec plaisir à chaque fois. Donc Tron l'héritage, c'est la suite directe de Tron de 1982. L'histoire commence 7-8 ans plus tard, en 1989, où Kevin Flynn est devenu le grand patron d'Encom. Il a continué à développer son jeu et ses programmes. Mais il disparaît mystérieusement un soir du jour au lendemain. 20 ans plus tard, son fils, qui est un petit peu en désaccord avec les dirigeants de Encom par rapport à leur fonctionnement et comment ils ont récupéré la société, se retrouve propulsé dans le jeu de son père. Et de là, voilà, je vais pas rentrer je vais pas développer l'histoire entière de Tron l'héritage parce que ça mériterait une vidéo à part entière. Et le but principal de la vidéo, c'est Tron Ares. Mais voilà, il y a des choses intéressantes dedans, ne serait-ce que le personnage de Cora, interprété par Olivia Wilde. Euh, Comme j'ai dit, c'est un film qui est plutôt sympathique, hein, qui est plaisant à revoir. Et surtout, là, dans sa version 4K, franchement, c'est une bonne petite claque. Et je ne peux que vous le conseiller. Après, c'est comme tout, faut aimer le délire. On va en parler justement avec Tron Ares parce que ça n'a pas fait l'unanimité. Et j'ai l'impression d'être un peu le seul, à part 2-3 autres youtubeurs, à avoir apprécié le film. Et donc cette semaine est sorti Tron Ares, troisième film de la saga, sorti le 9 octobre, réalisé par Joachim Ronning, un réalisateur norvégien. J'ai vu quasiment aucun de ses films à part Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, dont j'ai aucun souvenir, donc je peux pas comparer en termes de réalisation. Ça me faisait un petit peu peur de prendre un mec comme ça qui a pas forcément, à part Pirates des Caraïbes, fait grand chose, et passer surtout derrière Kosinski. Mais la bande-annonce, à la vue de la bande-annonce, ça me paraissait correct en termes d'effets spéciaux, en termes d'immersion, en termes de respect de l'univers Tron. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là, grosse claque. Mais vraiment, j'ai pris une grosse claque. Alors, chose que je fais jamais habituellement, c'est... en fait, quand je fais une vidéo, je ne regarde jamais les critiques des autres avant de faire ma vidéo. C'est-à-dire, je fais ma vidéo et puis ensuite, après, éventuellement, je regarde les critiques des autres. Mais là, comme j'ai mis un peu de temps à faire ma vidéo, ça popait un peu de partout sur YouTube, sur les réseaux et tout ça. Ah, c'est de la merde. Je voyais que le film se faisait assassiner et je me disais, mais c'est pas possible. Moi, on n'a pas vu le même film. Moi, c'était un kiff. J'ai kiffé tout le film. Et je suis en total, quasiment désaccord avec 80% des critiques. À part 2-3 youtubeurs comme Alex de la Fuite en vidéo ou Merej, qui sont à peu près, d'accord avec ce que je vais développer. Tout le reste, c'est un truc de dingue, quoi. Le film se fait descendre. En plus, là, j'ai regardé hier pour sa première journée. Il a fait que 30 000 entrées. Alors ça me fait peur pour son exploitation parce que je me dis, le film va bider. Pourtant, pour ma part, je l'ai trouvé bon, quoi. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement, un bon blockbuster. Je me suis pas ennuyé une seconde. J'ai complètement adhéré à l'univers, complètement adhéré à la proposition. J'ai trouvé que visuellement c'était très très beau, c'est très bien réalisé. C'est pour ça que je comprends pas certaines critiques qui disent ouais, le film est surdécoupé, le montage est dégueulasse. Surdécoupé le film. Il y a des plans des fois de plusieurs secondes en travelling autour de vaisseaux, dans les airs, autour des motos, je comprends pas. Mal réalisé. Ah, putain, visuellement il est très beau, les décors sont très beaux, les costumes sont très beaux. Non, pour moi le film n'est pas mal réalisé. Et visuellement c'est une réussite. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le scénario, c'est une chose. Moi, j'y ai adhéré, j'ai trouvé que même le scénario était même plus travaillé que le deuxième. Je vais y revenir parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Donc, en plus de ça, la photographie, on a quand même des mecs qui sont pas un mec qui est pas un guignol. Pareil au montage. Donc, la photographie est impeccable. On va pas me dire que c'est moche, c'est pas possible. Au niveau des effets spéciaux, c'est pareil, les effets spéciaux sont quasiment invisibles. Alors après, est-ce que la 3D n'aide pas à l'immersion
d'une certaine manière, probablement. Et d'ailleurs, je vous conseille, même si, voilà, si vous n'êtes pas trop fan de 3D, de le regarder en 3D, parce que c'est vraiment un film à voir en 3D. Là, c'est vraiment... alors, probablement qu'en 2D, c'est tout aussi bien, mais ça va vous enlever quand même une forme d'immersion, parce que là, c'est totalement fait pour la 3D. Alors, j'ai entendu dire oui, il n'y a pas d'effet de jaillissement et tout ça. Si, il y en a quelques-uns déjà dès le début avec le disque. Il y en a quelques-uns pendant le film. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Il y a vraiment un putain d'effet de profondeur quand même. J'ai trouvé la 3D très très belle. Alors, en plus de ça, moi, j'avais pas vu le film en 3D depuis Gravity, donc ça remonte à 2012 ou 2013. Hein. J'en avais vu sur télé 3D après, mais au cinéma, j'en avais jamais revu depuis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un gap, ou alors peut-être que je me souvenais plus de ce que ça faisait de voir un film en 3D au cinéma, surtout de ce type-là. En plus, juste avant, il y avait la bande-annonce d'Avatar 3, donc deuxième petite claque. Et donc du coup, alors au niveau du scénario, et c'est à ce niveau-là que les critiques sont très violentes envers le scénario, et je comprends pas trop pourquoi, parce que je trouve qu'au contraire, il est mieux écrit que le deuxième. Parce que le deuxième, ça partait, voilà, c'était assez évasif, ça partait dans, voilà, comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'était beaucoup moins structuré. Là, on a quand même un enjeu assez important, et le fait de ramener justement les programmes dans le monde réel, c'est super intéressant de faire l'inverse, justement. Même si là, il y a les deux côtés, ils vont aussi dans la grille et inversement. Mais il en était déjà question dans le deuxième, c'est-à-dire que Clou, l'antagoniste du 2, essayait de monter une armée pour rentrer dans le monde réel. Bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, mais là, ça se concrétise avec le personnage d'Ares. Ce personnage d'Ares, en fait, c'est joué par Jared Leto, c'est un super soldat IA en gros qui est créé par la société Dillinger, qui est une société concurrente de Encom. Encom qui est plus, on va dire, axé dans le jeu vidéo, qui par la suite va s'orienter vers, on va dire, l'humanitaire et l'écologie, alors que Dillinger essaye de créer des programmes, grâce à une technologie, de ramener ces programmes, que ce soit des objets ou des personnages, des soldats, dans le monde réel, à des fins militaires et financières. Mais le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas ramener ces programmes plus de 29 minutes. Donc, au bout de 29 minutes, les programmes s'effondrent sur eux-mêmes. En gros, c'est pas stable. Et du coup, en fait, ils vont essayer de chercher un moyen de stabiliser le truc pour que ça reste en permanence. Donc, le personnage de Greta Lee va trouver le code source de ce qu'ils appellent la permanence pour que les programmes puissent rester en permanence dans le monde réel. Le souci, bon, c'est pas véritablement un spoil parce que vous en doutez un petit peu. Donc le personnage d'Ares est programmé pour récupérer la chose quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, mais il va commencer à se remettre en question sur sa propre condition. Il va commencer à s'humaniser un petit peu. Plus il va être en contact avec le monde réel, enfin le monde des humains, plus en fait il va commencer à s'humaniser un petit peu et à se retourner contre son créateur et s'allier avec le personnage joué par Greta Lee. Alors au niveau des acteurs, moi personnellement j'ai trouvé que tout le monde faisait à peu près le job. Hein. Après c'est pas, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais il n'y a rien de catastrophique. Je veux dire, chacun est à sa place, chacun joue son rôle. Je sais pas ce que les gens ils ont avec Jared Leto. Alors oui, il a tourné dans Une merde ou deux récemment, mais bon, ça reste quand même un acteur assez correct. Hein. Je veux dire, Requiem for a Dream, Mr. Nobody, Lord of War, tout le mec il a quand même... Voilà, c'est pas le plus grand acteur du monde, mais je sais pas, il y a une espèce de bashing autour de Jared Leto. Alors oui, il y a eu Morbius, c'était une grosse daube. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ça non plus. On le voit pas non plus partout comme Pedro Pascal. Après, Evan Peters, il est peut-être un petit peu en surjeu. L'actrice, comme je vous ai dit, Greta Lee, je la connaissais pas du tout, mais bon, pareil, elle fait le job. Il y a Gillian Anderson. Alors là, par contre, c'est voilà, c'est peut-être un petit défaut du film, même si c'en est pas vraiment un. C'est le personnage de Gillian Anderson, en fait, dans le film, qui joue la mère du petit-fils d'Illinger, de Evan Peters. Elle ne sert strictement à rien. Son personnage ne sert à rien. Je veux dire, elle aurait pas été dans le film, ça aurait été pareil. Je veux dire, on l'aurait enlevé du film, ça aurait rien changé du tout. Et en plus, on la voit quoi? On la voit aller à tout casser, mis bout à bout, peut-être 15 minutes. Personnage inutile. J'ai pas compris pourquoi ce personnage était là. Alors c'est pareil, j'ai vu à gauche à droite que
Le film manque de rythme, on s'ennuie et tout ça, mais putain, mais le film dure 2 heures, je me suis pas ennuyé une seconde, ça manque pas du tout de rythme, il se passe toujours quelque chose. C'est même peut-être beaucoup tellement ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne tout le temps, je me demande même si d'ailleurs ils ont pas réduit un petit peu le film de quelques minutes, peut-être 5-10 minutes, parce que là, en fait, c'est un enchaînement tout le temps, en fait. Il se passe toujours quelque chose, c'est pas avare en action, les scènes sont belles. Alors, le seul petit défaut que je pourrais reprocher, enfin, l'un des seuls petits défauts que je pourrais reprocher, ça serait peut-être le climax, qui pour moi est peut-être un petit peu court, et qu'aurait mérité un petit peu plus d'épique. Voilà. C'est pareil, les chorégraphies, on dit les chorégraphies, elles sont nazes et tout ça, mais c'est pas un film de kung-fu, les gars. C'est quand même assez correct. T'as quand même des mecs qui font des saltos, des pirouettes et tout ça. Et pour ce type de film, c'est très très correct. Et c'est très. Enfin, je veux dire, et c'est bien filmé en plus. C'est pas. Il y a rien de catastrophique et de choquant. Alors, c'est pas un spoil, oui, il y a Jeff Bridges, on le voit pas beaucoup, on le voit que 5-10 minutes dans le film, mais ça sert quand même à l'intrigue du film. Il y a un échange avec le personnage, avec un des personnages qui est super intéressant d'ailleurs, et c'est en ça que je dis que le film est plus intelligent que Tron l'héritage, parce qu'il y a une meilleure réflexion, je trouve, surtout sur l'époque actuelle par rapport à l'IA, et, euh, et des dialogues super intéressants dans cette scène-là. En plus de ça, alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est fan service et tout ça, il y a une scène pour moi qui est pas parce que je sais pas si on peut parler de fan service pour Tron, c'est pas Star Wars non plus, mais il y a une scène hommage au premier Tron qui est juste géniale selon moi et que j'ai vraiment adoré. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors, si vous avez aimé le premier et le deuxième Tron, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas celui-là. Si Tron, ça vous passe au-dessus de la tête et que c'est pas forcément votre délire, peut-être que vous n'allez pas apprécier. En tout cas, pour ma part, moi j'ai passé un super moment. En toute franchise, je pense même sincèrement que c'est l'un des meilleurs films, l'un des meilleurs blockbusters, attention, que j'ai vu au cinéma cette année, peut-être avec F1. C'est peut-être même le meilleur que j'ai vu avec F1. Donc je trouve ça un peu bizarre que le film divise autant, quoi, et qu'on soit si peu à l'apprécier autant. Contrairement à beaucoup de personnes, je veux dire, peut-être 70% des gens qui ne l'ont pas aimé du tout, même si beaucoup reconnaissent les qualités visuelles du film. Et donc, en plus de ça, le film, voilà, j'ai peur d'un gros flop, hein, et c'est dommage parce que à la fin du film, on comprend qu'il y a possibilité d'une suite. Donc moi, je peux vous le conseiller. En tout cas, si je devrais lui mettre une note, je lui mettrais une note très correcte de 7,5 sur 10. Parce que, ouais, très bon spectacle, oui, passer un super moment, pas ennuyé une seule fois, un film que je reverrai avec plaisir. Et c'est cool d'avoir au moins des films comme ça de temps en temps. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Likez, partagez si vous en avez envie. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.